Bienvenue pour cette conférence qui va être consacrée à l'intelligence artificielle, de la formation des soignants à l'information des patients, puisque bien sûr la formation des personnels, tout comme la confiance des patients, sont essentiels pour relever les défis de l'intelligence artificielle. Pour évoquer ces sujets, nous avons le grand plaisir d'accueillir le professeur Guillaume Assier, qui est endocrinologue à l'hôpital Cochin, qui est donc directeur de la chaire IA et santé de l'université Paris-Cité. On vous applaudit et je vous laisse vous installer. Nous accueillons également le professeur Agathe Guillou, qui est docteur en statistiques mathématiques, directrice de recherche de l'équipe ECA, INRIA, INSERM, Université Paris-Cité. On vous applaudit également, bienvenue. Et le docteur David Morquin, qui est médecin spécialisé en infectiologie et directeur de la stratégie pour l'intelligence artificielle et la gouvernance des données au CHU de Montpellier. On vous applaudit également, bienvenue à vous. Et pour animer ce très bel échange, Guillaume Gralet, le rédacteur en chef Sciences et Technologies du Point. Guillaume, on l'applaudit également et encore une très belle séance sur l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, c'est super. Et on voit, on a passé là une super demi-heure à parler. On va voir que c'est un domaine très très riche, très concret aussi. Un tourbillon dans lequel on vit, mais juste pour bien situer les choses, pour bien préciser les échanges, j'avais une première question pour vous, Agathe, qui n'est pas si facile, mais en même temps vous avez une réponse très simple, c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? Oui, ça peut être très long ou très simple. Je dirais que c'est l'ensemble des techniques, des technologies, des algorithmes qui permettent à un ordinateur de faire des tâches pour lesquelles on aurait entraîné cette technologie. Donc, par exemple, le film qu'on va vous recommander ce soir quand vous serez sur Netflix, la voiture qui conduit toute seule. Alors en santé, ensuite, trouver une fracture sur une radio. La suggestion de recettes, de toutes les suggestions qu'on a de plus en plus au quotidien. Tout ça, on vit déjà, Agathe, avec l'intelligence artificielle. Tout le monde, et on en a tous une dans la poche. Et on l'a bien vu avec la nomination des prix Nobel la semaine dernière, avec différentes acceptations, différents espoirs et différentes craintes également. Alors justement, pour aller sur l'application de l'IA et santé, Guillaume, je voulais avoir votre définition à vous et comment ça se passe au niveau de la santé. Alors effectivement, définir l'IA, ça peut être philosophique, ça peut être aussi opérationnel. Moi, j'aime bien les définitions opérationnelles et d'ingénierie. Et l'IA en santé, pour moi, c'est la combinaison de deux éléments. D'un côté, des données numériques massives, et de l'autre, des agents de traitement, c'est-à-dire des outils informatiques pour traiter ces données numériques massives. Et les données numériques massives sont de différentes natures. Par exemple, les images. Alors, évidentes, les images en radiologie. Mais il y a des images qui sont peut-être moins intuitives, comme l'aspect des personnes, qu'on peut avoir capturé avec une photo ou avec une vidéo. Des images vidéo éventuellement lors de procédures. Par exemple, sur une endoscopie, aujourd'hui, il peut y avoir une capture et une interprétation en temps réel des images pendant une coloscopie qui permet, par exemple, de signaler automatiquement la présence d'un polype. C'est-à-dire l'image est interprétée en réel. Donc les images, c'est des données numériques massives. D'autres données numériques massives, c'est tous les systèmes d'information médicaux aujourd'hui, quand on a un patient qui est hospitalisé, son compte-rendu, ses prescriptions, ses résultats de biologie, etc., ce sont des données numérisées qui sont massives. On a comme autres données numériques ce qu'on appelle les omics. Omics, c'est des mesures de très très grande dimension sur un individu ou sur une tumeur. Par exemple, on va séquencer le génome. Si on séquence le génome entier, on va avoir 4 milliards de bases, donc 4 milliards d'informations sur la séquence de la tumeur ou de l'individu. Et il y a différentes façons de faire des mesures de très grande dimension sur des individus aujourd'hui avec des technologies absolument incroyables et qui aident à aller beaucoup plus loin dans les diagnostics et dans le classement des personnes. D'autres exemples de données massives, c'est les données des tutelles. Si par exemple vous allez à la pharmacie avec une ordonnance acheter un médicament, tout est enregistré. Et c'est quasiment exhaustif en France. Et donc ça, c'est des données de santé massives qui sont classiquement des données de santé publique, évidemment. Il y a les données des essais
c'est des essais cliniques, des registres. D'autres données, c'est les mesures continues. Comme vous avez vu ce matin, par exemple, la mesure continue de glucose. Là, une montre connectée va enregistrer énormément de données en continu. Ça aussi, ça peut être des données de santé. Donc ça, c'est les données. Les agents de traitement, c'est donc des outils informatiques, comme présenté professeur Guillou. Il y en a différentes natures. Historiquement, c'était l'IA symbolique, c'est-à-dire des outils de système experts. Ils avaient comme particularité de ne pas avoir besoin des données pour être préparés. C'est-à-dire qu'on les a construits sur la connaissance qu'on a a priori des systèmes et de leur fonctionnement. Et depuis est apparu le machine learning. Et là, ce sont des solutions informatiques qui s'appuient sur les données pour préparer des règles qui vont être ensuite appliquées aux données futures. Et notamment pour faire des prédictions, par exemple, ou pour rechercher des structures, des sous-groupes particuliers. Et il y a une autre catégorie. Donc là-dedans, il y a des méthodes statistiques classiques qui existent depuis longtemps, qui restent les plus utilisées, les moins coûteuses, les plus explicables. Et il y a tout ce qui est l'utilisation de réseaux de neurones dont on entend parler partout. Et puis un peu à part, donc il y a l'IA générative, dont on parlera peut-être un peu plus après, qui a aussi sa place dans le traitement des données massives en santé. Merci beaucoup. Alors justement, l'IA générative, qui est un des dada du professeur Morquin, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, l'IA et l'hôpital aujourd'hui et les différentes applications, professeur ? Je pense qu'on peut essayer de se représenter les choses de façon assez simple, en disant qu'il y a 4 façons de voir l'IA à l'hôpital. Le premier, qui est assez facile à comprendre, c'est tout ce qui concerne les logiques de spécialité, les IA classifiantes. On a cité la fracture, je fais une imagerie, oui, non, y a-t-il une fracture ? Je fais une mammographie, oui, non, y a-t-il une suspicion de tumeur ? Je fais une endoscopie, oui, non, y a-t-il un polype qu'il faut enlever ? Donc c'est tout ce qui est IA classifiante et qui apporte dans chaque spécialité de plus en plus son lot. Donc ça, c'est un groupe entier. Le deuxième groupe, c'est que tous les systèmes supports de l'hôpital vont être concernés. Il faut savoir que, par exemple, une cadre de santé, elle passe 60% de son temps à essayer de faire des plannings qui, en permanence, sont déconstruits, reconstruits. Et donc là aussi, en fait, les moteurs de planification sous contrainte, couplés avec des agents conversationnels, vont potentiellement aider. C'est vrai pour la planification opératoire, c'est vrai pour le pilotage des parcours, c'est vrai pour la valorisation, c'est vrai pour toute l'activité de l'hôpital. Ça, c'est le deuxième gros axe d'utilisation de l'IA à l'hôpital. Le troisième axe, c'est les découvertes, toute la recherche clinique, c'est essayer de retrouver des corrélations. Alors, corrélation ne fait pas causalité, mais déjà de retrouver des corrélations entre des histoires, ce qui s'est passé, et des effets secondaires, des images qu'on a pu observer. Et en fait, tous les hôpitaux ont de plus en plus des entrepôts de données de santé. Et en fait, arriver à rechercher sur ces données massives des corrélations pour comprendre et justement changer et ne plus reproduire les mêmes erreurs parce qu'on a vu que tel médicament dans telle situation pour tel patient allait avoir tel effet indésirable. Si on est capable de le repérer sur des événements qui sont rares, sur des millions et des millions de données dans les entrepôts de données de santé, là aussi c'est un progrès majeur. Et le dernier point, c'est ce qu'évoquait Guillaume, c'est l'IA générative. L'IA générative, c'est un bouleversement majeur parce que c'est la capacité à utiliser le texte libre. Et c'est générer du texte libre, mais c'est aussi traiter du texte libre. Et là, ça joue un rôle majeur pour potentiellement simplifier la saisie de l'information. On a des exemples où on commence à avoir des IA qui écoutent des consultations et qui sont capables de générer les comptes rendus en temps réel. Et donc, ça change complètement l'attention qu'on peut avoir puisqu'on n'est plus concentré sur la tâche de saisie de l'information. Et donc la reconnaissance de la voix, la reconnaissance du langage, la reconnaissance de la conversation joue un rôle énorme. Et la capacité aussi à générer des textes appliqués à plein de situations va jouer un rôle énorme. Donc voilà 4 exemples de ce que peut faire l'IA à l'hôpital. Oui, mais j'étais frappé justement à quel point l'IA générative avait déjà des applications. Alors on va voir si c'est utilisé par tout le monde, mais c'est assez fascinant. Pour la petite histoire, tout à l'heure, il y a 2-3 minutes, on a pris en photo mes notes qui sont pas forcément très claires, et l'outil de David a fait tout un plan de déroulé de cette présentation qui était très pertinent. On a trouvé ça assez fascinant. Alors tout à l'heure, je parlais des nominations des prix Nobel qui ont fait réagir la semaine dernière parce que à un jour d'écart, on a eu à la fois récompensé en physique et en chimie. En physique et en chimie. En physique, c'est pour les fondements du deep learning.
Alors qu'en chimie, ça va être pour les gens qui ont fait une IAS qui permet de créer de façon Agathe, il faut bien mettre votre micro. Voilà. de créer de façon artificielle des nouvelles molécules. Et une fois qu'ils les ont créées, ils sont même capables de voir, si on parle d'un médicament, est-ce qu'il aura des effets secondaires, est-ce qu'il va marcher. Et tout ça de façon artificielle avant d'aller en phase de développement plus chimique. Exactement. En fait, moi, ce qui m'a frappé également, c'est-à-dire que d'un côté, on a eu un des professeurs, un des co-récipiendaires, en l'occurrence Demis Hassabis, qui a été récompensé par toutes les promesses que permet AlphaFold, donc un outil de modélisation du repliement des protéines qui peut avoir des applications, il faut être très prudent, mais dans la fabrication de nouvelles molécules, peut-être de nouveaux médicaments, de nouveaux matériaux. Et puis, a été également récompensé la semaine dernière Geoff Hinton, qui jusqu'à il y a 1 an travaillait chez Google, a décidé d'en démissionner avec fracas parce qu'il disait l'IA c'est super, mais sauf que ça va trop vite. Ça va trop vite, on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de construire. Moi, ça me fait peur, je préfère m'arrêter, qu'on prenne le temps de réfléchir. Donc, la question que j'avais envie de vous poser à tous les trois, c'est comment elle est appliquée aujourd'hui? Quelles sont les applications? Est-ce qu'on vit véritablement une accélération? Et puis peut-être, quels sont les défis à relever? Peut-être vous, Guillaume. Ouais. Je pense que déjà un point très important, c'est que l'IA, c'est pas que le futur, c'est aussi le présent. C'est en train de se passer. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a 3 cas de figure sur l'IA dans le quotidien de la santé. Il y a les situations de progrès médical liées à l'IA. Ce matin, vous avez eu l'exemple des pompes à insuline avec les systèmes intelligents qui règlent tout seuls les débits d'insuline, donc ce qu'on appelle les boucles semi-fermées. C'est un exemple de solutions technologiques qui a apporté un réel progrès chez un nombre important de patients. Et tel que ça n'a pas été un sujet que la sécurité sociale et les autres assurances maladie dans le monde prennent en charge, et ça a amélioré considérablement la vie d'énormément de personnes. Et alors là, ça chamboule complètement l'activité du diabétologue, puisque même s'il n'est pas geek, quand le patient arrive avec ses enregistrements, va pouvoir interpréter. Ça pose plein de questions. Si on se retrouve aux urgences que ça ne va pas et qu'on a ce système, l'urgentiste qui n'est pas expert, il fait quoi ? Et donc voilà, ça c'est les cas d'usage, on va dire, où il y a eu un progrès tel que paf, ça arrive. Ensuite, il y a les situations où l'IA se développe et on ne le sait pas, on ne le voit pas. Par exemple, dans nos systèmes d'information à l'hôpital, des logiciels de prescription de traitement, il y a énormément de modules experts, plus ou moins intelligents, qui vont évaluer les interactions, déclencher des alertes, et peu à peu contribuer à aider le pharmacien à la surveillance des prescriptions et à limiter les dangers de l'utilisation des médicaments. L'utilisateur, il remplit son médicament, sa prescription, et voilà. Simplement, il y a des alertes liées à ces systèmes intelligents. Et puis après, il y a un troisième cas d'usage qui est une espèce de grand écart entre le monde des promesses, le monde de la tech, quand on lit Le Point, les rubriques tech où on voit à chaque semaine des choses incroyables, et puis le monde de l'hôpital qui est resté, on va dire, à l'ancienne, c'est-à-dire avec un soin clinique au lit du malade qui est où on se dit, mais complètement décalé. Pareil pour la formation, qui est le sujet d'aujourd'hui, où voilà, il n'y a pas à proprement parler, même si ça se met petit à petit en place, d'éléments. C'est pas en train de chambouler complètement la formation, alors que clairement, c'est en train de chambouler les métiers de la santé. Merci beaucoup. Ce grand écart, vous, professeur Morquin, vous le voyez au quotidien, c'est-à-dire que ça pourrait être encore davantage utilisé, c'est ça ? Ou en tout cas, vous me disiez, il n'y a que 1,5%, si j'ai bien compris tout à l'heure, qui est du budget de l'hôpital qui est dépensé en informatique. Alors oui, ce qui est sûr, c'est que y a des problématiques qui sont anciennes, qui sont liées à l'informatisation des hôpitaux, sur le fait que les outils soient réellement bien utilisés, exactement adaptés aux tâches. Et ça, il y a des choses qui changent pour essayer justement de les co-designer, pour essayer d'impliquer les utilisateurs dans la façon de les penser. Et ça va être indispensable quand on va apporter des couches d'IA. Parce que justement, si on n'arrive pas à mettre les utilisateurs dans la boucle de contrôle, dans la garantie humaine pour justement penser comment l'IA va être utilisée, pour quel objectif, s'ils n'en comprennent pas les finalités,
mais qu'il le subisse parce qu'il voit arriver les systèmes qui ont été pensés, je pense que ce sera très difficile pour s'acculturer et pour pouvoir les utiliser sur le quotidien. Il y a des IA qui sont déjà présentes, qui sont déjà même commercialisées. Il y a des logiciels d'imagerie maintenant qui font que dans plein d'hôpitaux, vous arrivez, vous ressortirez si vous avez une suspicion de fracture, comme on parlait tout à l'heure, si le radiologue et l'IA sont d'accord. Et puis il y a d'autres systèmes qui vont vraiment devoir avoir des évaluations sur le terrain en impliquant les utilisateurs, aussi bien sur la finalité, la pertinence, l'impact sur le patient, mais aussi tout simplement les interfaces de validation, comment on prend la décision. Et tout ça, on a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour expérimenter sur le terrain ces choses-là. Merci beaucoup, professeur Guillot, sur cette accélération. Ça dépend des domaines d'application, quoi. Ça dépend des domaines d'application, ça dépend aussi beaucoup du type de données. On sait assez bien faire avec les images. Ça commence vraiment à être très bien avec la langue. Après, on parlait des données omiques, donc les données génétiques pour simplifier. Là, on sait un peu moins faire. Enfin, on sait faire un peu de choses, mais peut-être de façon moins impressionnante. Toutes ces données enregistrées, que ce soit dans les hôpitaux ou en gros par la sécurité sociale, on sait un peu, on commence à savoir un peu les traiter, mais c'est encore très compliqué pour tout un tas de raisons. Et du coup, je pense que ça dépend vraiment à la fois du type de données sur lesquelles on veut entraîner l'IA et aussi surtout de la question qui est posée. On construit l'algorithme pour faire quoi? Alors classifier, c'est-à-dire dire il y a une fracture ou pas à partir d'une image. Effectivement, on sait faire en tout cas en général. Il va y avoir des questions beaucoup plus compliquées. Quel médicament donner? Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Même si on sait plein de choses sur un patient, même au niveau génétique, avec des images, plein de choses. Quel médicament donner? C'est encore un peu le début pour nous d'algorithmes qui arriveraient à le faire de façon dans laquelle on pourrait avoir, nous, confiance. Très bien. Donc on voit des défis technologiques, mais il y a aussi des défis d'acceptabilité. C'est-à-dire que pour que tout le monde, entre guillemets, s'empare de cette révolution technologique, qui peut aussi avoir énormément d'effets désastreux, dévastateurs, on en reparlera tout à l'heure, mais il faut que la décision reste humaine. Et je voulais vous entendre là-dessus, Guillaume. Oui, je pense qu'il y a un vrai défi là qui se profile. C'est celui du positionnement du soignant, pas que le docteur, l'infirmière, tous les soignants. Je pense que aujourd'hui, on a une représentation, une image du soignant comme quelqu'un qui a une vision à 360 degrés. Si vous arrivez chez le docteur, chez votre médecin, parce que vous avez mal à la cheville, vous vous dites que s'il y a une maladie catastrophique, genre un gros cancer qui va être désastreux, etc. Il va le voir. Vous avez ça dans votre tête quelque part, même si vous y allez pour la cheville. Donc, mais vous avez quand même votre tête et tout. Voilà. Donc, le docteur, il a une vision holistique, en fait. Il voit tout. Il voit globalement. Même si c'est pas le motif pour lequel vous êtes allé le voir, il va voir que ça va pas, qu'il y a un truc qui cloche. Et ça, cette vision holistique, elle est basée sur quoi? Sur l'expérience. C'est-à-dire qu'un docteur, il a cette vision parce qu'il a vu beaucoup de malades, il a vu les formes graves de cancer, il a vu voilà, tous les problèmes, ils sont vus. Donc ça donne une expertise qui est basée sur l'expérience et le fait que le docteur a fait. Aujourd'hui, les machines commencent à faire. Et donc vont petit à petit manger le terrain, on va dire, de l'expérience du soignant qui, lui, du coup, va évoluer dans son expérience, qui va être basée sur l'utilisation des machines. Mais il y a un vrai sujet sur est-ce qu'il va garder sa vision holistique? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il sera encore capable de voir globalement le patient et je dirais, de tirer l'alarme s'il le faut. Et je pense que dans le soin, il y a de la technique, on applique des protocoles, il y a de la confiance, et la confiance est typiquement liée à la vision holistique. Notamment quand on est en échec de traitement ou en dehors d'évidence. C'est-à-dire vous avez confiance dans le médecin. Et donc pour moi, la confiance dans le médecin, qui est vraiment fondamentale dans l'humanité qu'on a dans la relation du soignant, est indissociable de la compétence et de la vision holistique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Il va falloir qu'on décide probablement socialement, sociétalement. Et sachant que ça ne va pas être caricatural, comme on en parlait, comme un atterrissage d'avion. Vous savez, les pilotes, ils sont formés à faire l'atterrissage. C'est carré, avion, atterrir, situation claire. Alors que les pilotes automatiques le font très bien. Mais non, on veut garder la compétence du pilote. Pour le soignant, c'est plus
Plus insidieux. Insidieux, parce que petit à petit, c'est l'électrocardiogramme qui est lu automatiquement. Donc on finit, pour aller vite, par plus lire l'électro. On lit juste le compte-rendu, donc on ne sait plus lire l'électro. Et donc, voilà, petit à petit, ça va changer le positionnement du soignant. Et donc, par rapport à la confiance qui est soutenue par cette connaissance, mais aussi par rapport à la capacité des soignants à contrôler les machines. Voilà. Ça, c'est une perte de pouvoir, professeur Guillot, là-dessus, peut-être, sur cette décision qu'on donne de plus en plus à la machine. Est-ce que ça vous effraie ou c'est un fantasme de l'homme ? Non, c'est pas un fantasme. Ceci étant dit, en tout cas en santé, n'importe quel algorithme qui sert en pratique clinique, d'abord il doit avoir été approuvé comme un médicament par les agences de contrôle du médicament, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est la même chose. Et pour ces algorithmes-là, ils demandent, en plus de performances très bonnes, de donner avec l'algorithme des moyens pour le clinicien, enfin pour le docteur et pour le patient de comprendre pourquoi l'algorithme a prévu ce qu'il a prévu. C'est-à-dire pourquoi il dit qu'il faut revenir dans 6 mois pour une visite de contrôle plutôt que dans 1 an. Donc nous, on est obligé, en plus de développer ces algorithmes, de développer des outils qui permettent aux praticiens d'expliquer ou de comprendre pourquoi la prédiction a été faite. Et du coup, ça, je pense qu'il faudra quand même l'expérience pour... c'est juste une proposition de... Donc on reste le pilote, quoi. L'homme reste le pilote. Pour l'instant, la régulation oblige le médecin à être le pilote, oui. Alors on voit bien à quel point c'est une technologie transformatrice. On a parlé d'accélération tout à l'heure. Et qui offre énormément de promesses dans le dépistage, dans la médecine prédictive, dans la création peut-être de nouveaux médicaments, on en a parlé, mais qui pose énormément de questions. On a parlé tout à l'heure peut-être de la perte de décision, ça c'est quelque chose, la perte de contrôle de l'homme, peut-être de sa capacité aussi, est-ce qu'il prendra toujours autant. Et il y a un autre défi dont on peut parler, qui est la perte de souveraineté pour des pays comme la France, où on va avoir de plus en plus de sous-traitants d'entreprises américaines, par exemple, s'inviter à l'hôpital. Est-ce que c'est un sujet que vous trouvez important à suivre ? Alors oui, complètement. C'est-à-dire que la question de la dépendance à ces outils, elle est très importante. Moi, j'aurais juste voulu faire une remarque avant complémentaire, mais ce qui permettra aussi de répondre à la question de la dépendance. En fait, je pense qu'on a mis très longtemps à sortir d'une relation de colloque singulier pour se rendre compte que le professionnel, il n'était pas seul avec un ou une patiente, il était dans une équipe multidisciplinaire et il n'y avait pas un patient, mais un patient avec des aidants et un environnement. Et c'est quelque chose qui est heureusement complètement acquis, admis. Et là, on va se retrouver à sortir de cette dualité parce qu'on va avoir de l'assistance pour une forme de triangulation. Et cette triangulation, elle va concerner aussi bien les professionnels que les patients. C'est-à-dire que potentiellement, moi j'ai déjà des situations de patients qui, avant, allaient voir sur Doctissimo si ce qu'ils avaient ou pouvait être compris, est-ce qu'ils pouvaient avoir une meilleure compréhension. Et maintenant, c'est ChatGPT, peux-tu lire le résultat de mon examen biologique ? Et avec des patients qui arrivent déjà avec des résultats qui sont justes en plus. Et donc la difficulté, ça va être de penser cette triangulation pour dire quelle assistance pour quelle tâche, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on accepte de déléguer, qu'est-ce qu'on accepte de ne plus faire en disant c'est normal, c'est le CG est mieux lu par un algorithme que par un humain. Est-ce qu'on accepte de le déléguer ? Est-ce qu'on perd la compétence ? C'est ce que tu évoquais. Est-ce qu'on essaye de surtout, ou au contraire, cette tâche-là, on dit bah non, celle-là, on va devoir absolument garder la compétence et on devra co-construire et utiliser. Donc cette triangulation, elle est essentielle. Du coup, en fonction de ces tâches, si on se met à accepter complètement de déléguer certaines tâches et qu'on le fait avec des solutions dont on n'est pas souverain, où on n'est pas propriétaire, où on est dépendant soit de marché, là il y a un grand risque. Il y a un grand risque de perte parce qu'on n'aura plus la compétence et en plus on n'a pas la capacité à maintenir la fonctionnalité si jamais on n'est pas sur une situation souveraine. Ce qui nous donnerait une nouvelle dépendance. D'autant plus que ces outils, alors d'IA générative, même s'il y a beaucoup de progrès qui sont faits pour corriger ce qu'on appelle les hallucinations, des progrès en inférence, elles peuvent encore dire beaucoup de bêtises avec un véritable aplomb. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, non, professeur Morquin ? Alors, oui, tout à fait. Je pense qu'on a un vrai enjeu pour professionnaliser ces outils.
C'est-à-dire que je pense que tout le monde a dû utiliser des outils comme ChatGPT, et si jamais on veut faire en sorte que ce type d'outils vienne générer un document explicatif à destination d'un patient, on ne peut pas se permettre. Alors, soit il faut qu'il y ait une relecture qui soit extrêmement fiable par une supervision humaine, c'est ce qu'il faut dans tous les cas, mais si jamais il y a trop d'hallucinations et trop de corrections à faire, on va perdre notre temps. Et donc, un des enjeux, c'est d'arriver à diminuer ces hallucinations. Et en fait, il y a des techniques d'ingénierie LLM pour arriver à, par exemple, que le LLM se lui-même supervise. C'est-à-dire que vous faites le premier résultat est généré par un LLM et il y en a un deuxième qui vient contrôler la véracité. Et en fait, il y a plein de techniques comme ça pour essayer d'arriver à fiabiliser, mais c'est quasiment une industrie naissante d'ingénierie des LLM. C'est de la recherche pour arriver à fiabiliser ces usages. Professeur Guillou, justement, un point sur ces recherches qui sont passionnantes, mais de correction de la machine ou d'autocorrection. Alors, même avant les corrections, les LLM qui ont été entraînés avec le web, il faut aussi déjà les spécialiser, puisque là, on parle d'un vocabulaire, d'une façon de penser, d'une façon même d'écrire, quand on voit un compte-rendu médical, très spécifique, et sur lequel les grands LLM qu'on connaît comme ChatGPT, n'ont pas été entraînés. Donc il y a déjà cette phase-là à faire. Et ensuite, une fois que cette phase-là, donc réentraîner pour spécialiser le LLM, et ensuite, effectivement, il faut aller remettre des couches de correction. Mais la première étape, il faut pas... D'avoir des données, des bonnes données, des données qualifiées. Il faut beaucoup de données. Oui. Et du coup, je ne sais pas si dans tous les hôpitaux, ils en ont un LLM à entraîner, il faut vraiment beaucoup de textes quand même. C'est pas juste un bottin, quoi. Donc il y a aussi un problème en tout cas en France, de centralisation, c'est même pas centralisation, mais d'avoir accès à assez de données pour entraîner ce genre de machine. Mais est-ce que les progrès de l'informatique, de recherche en informatique, permettront justement à ces logiciels d'aller vers moins d'hallucinations ? Ça, oui, certainement. Ils permettent aussi, il y a beaucoup de collègues qui cherchent sur ce qu'on appelle de l'apprentissage fédéré, c'est-à-dire que les données restent chacune dans leur endroit et quelqu'un au milieu va, sans partager les données d'un endroit à l'autre, va entraîner l'algorithme. Alors, il y a déjà des problèmes sur lesquels ça marche un peu, mais je ne pense pas qu'on soit aujourd'hui, en tout cas en France, avec les données dans tous les CHU, on soit capable d'aller entraîner des LLM un peu partout. Mais oui, assez vite, on va réussir à faire ça. Donc pour les données de santé, en Europe, on est très contraint et donc il ne faut pas les bouger. On est très contraint. Allez-y, professeur. C'est pas totalement consensuel, parce que par exemple, cette discussion-là, c'est un peu le débat entre OpenAI et Google. C'est-à-dire qu'OpenAI dit non, il faut un LLM super généraliste entraîné sur des milliards de paramètres et on va avoir des propriétés émergentes qui font qu'on va faire du raisonnement médical extrêmement poussé. Et en fait, ils n'ont pas été entraînés sur des données purifiées médicales. Et en fait, ils ont des résultats qui sont extrêmement impressionnants en termes de raisonnement médical, potentiellement si on l'utilise bien. Alors que Google fait l'approche opposée en disant non, il faut un LLM spécialisé sur des données médicales brûles. Et en fait, il y a un débat entre jusqu'où faut-il spécialiser sur les données d'entraînement. Donc c'est pas très tranché et ça a des répercussions derrière parce que probablement sur des petites tâches, on va pouvoir entraîner des LLM à faire des tâches pas aussi, bien sûr, diverses que celles que peut faire ChatGPT, mais juste sur des tâches très précises. Là, on pourra les entraîner sur des petits volumes de données, sur ce qu'on a dans nos hôpitaux. Ce que je voulais dire, c'est par exemple pour une image, si on regarde des mammographies qui ont été faites avec tel instrument de mammographie, on entraîne une IA, elle est très performante pour trouver une tumeur. Si on a une autre série d'images qui ont été capturées avec un autre appareil, les performances s'écroulent. Donc ce qu'on fait, le deep learning, il faut voir ça comme des couches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les premières couches et on va aller raffiner tout à la fin de notre réseau pour s'adapter au même genre de machine. Mais je dis de machine, mais de population. On voit vraiment des baisses de performance dès qu'on change de population, de machines, de tout ce qu'on veut, sur lequel ça a été entraîné. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. C'est passionnant en tout cas. Et puis on peut peut-être aussi regretter au passage parfois le manque d'explicabilité ou le manque d'explication sur la manière dont fonctionnent certains éditeurs, notamment OpenAI. Je voulais qu'on se projette un tout petit peu dans l'avenir pour tirer parti au mieux de cette IA qui, encore une fois, en termes de souveraineté, de flicage, on en parlait tout à l'heure, de biais, pose de nombreuses questions.
il faudra, vous estimez, professeur Assier, peut-être aller vers la création de nouveaux métiers, c'est ça ? Oui, moi je pense que l'IA, c'est pas une option, c'est inéluctable, c'est une vague. Et soit on la surfe, soit on se la prend sur la figure. Donc voilà. On peut pas du ressent, quoi, on peut plus. Non. Et donc par rapport à ça, je pense que les perspectives que je vois moi positives, c'est d'abord le développement de l'interdisciplinarité dans le domaine du soin. C'est important d'oublier personne dans le soin. C'est-à-dire qu'il faut penser aux infirmières, aux aides-soignantes, aux médecins, pas que aux médecins. Et voilà, tout le monde doit faire partir du bateau. Et l'interdisciplinarité, c'est que si on pense que l'IA, c'est une discipline de tech et de maths, non, c'est en santé, c'est avant tout une problématique de santé, de méthodologie de santé aujourd'hui, et sans oublier aussi la troisième jambe qui est technico-réglementaire, c'est-à-dire que moi, soignant, les données, je fais pas ce que je veux avec, donc il faut absolument que j'ai une connaissance minimale des cadres réglementaires, voilà. Et ça, l'interdisciplinarité, c'est une clé. Un autre élément qui me paraît une opportunité pour le futur, c'est l'émergence de nouveaux métiers, parce que moi je fais le pari que le cadre technico-réglementaire de l'IA, le plus souvent ce sont des devices médicaux. C'est le cadre légal qui a été retenu. Et aujourd'hui, vous avez vu ce matin la pompe à insuline. Aujourd'hui, quand un soignant prescrit une pompe à insuline, un diabétologue, il y a un prestataire qui est commis par l'industriel pour expliquer au patient comment ça fonctionne, etc. Donc là, le prestataire intervient. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est que sur tous les dispositifs médicaux intelligents, il va y avoir des prestataires. Donc des prestataires partout. Donc est-ce qu'on imagine que sur une solution où il y a plusieurs marques, il y a plusieurs prestataires, comment ça va se passer dans les services quand ça va grouiller de prestataires, et quand le prestataire viendra nous montrer la super appli mais que l'ordi il met 20 minutes pour s'allumer parce que ça c'est encore la vraie vie, est-ce qu'on peut dissocier le prestataire du système d'information de base? Et la réponse est non, parce qu'il va commencer par se faire engueuler en disant écoute, t'es gentil mais ta super solution, déjà tu me remplaces l'ordi et que ça marche et après on cause. Et donc ça, aujourd'hui, ça ouvre une nouvelle perspective qui est celle de créer des nouveaux métiers, d'opérateurs d'interface, à mon avis. Et il y a un challenge, une idée qui serait d'aller donner cette fonctionnalité aux tutelles, c'est-à-dire aux tutelles de santé, aux hôpitaux, qu'ils aient la gestion et la coordination de ces métiers. Et voilà. Et comment le financer? Parce que c'est pas un yak à faucon sans financement. Je pense que les industriels pourraient très bien, au lieu de payer directement des prestataires, payer un pot commun de nouveaux métiers qui auraient justement la mission de l'interfaçage. Et pour certains industriels qui ne sont pas dans une logique de développement de services, mais vraiment de device, ça peut être une opportunité. Voilà. Et pour d'autres qui ont choisi d'aller vers du service, effectivement, ça entraverait leur stratégie. Voilà. Et après, j'ai un autre point positif, mais qu'on peut aussi discuter, c'est l'importance de ce qu'on appelle la garantie humaine de l'IA. Quand vous certifiez un device, toujours pareil, aujourd'hui, une pompe à insuline, vous certifiez ses capacités de débit, les alarmes qui vont avec, et du jour où elle fonctionne jusqu'au jour où on la jette, ces paramètres ne bougent pas. Un device intelligent, il est évolutif, où il va l'être. Alors, il y a des IA figées, voilà. Mais typiquement, s'il y a une IA avec du LLM, ça ne sera pas figé. Qu'est-ce qui nous fait dire, qu'est-ce qui nous certifie que ça ne va pas dériver? Première question vraiment basique. Ensuite, deuxième question basique, qu'est-ce qui nous fait dire que la pompe qui est super intelligente, elle ne va pas être utilisée pour autre chose? Voilà. Et tout ça, ça peut induire des dérapages. Ça induit des évolutions qui ne sont pas forcément contrôlées au départ, et il me semble que la garantie humaine est essentielle, c'est-à-dire que pour compenser cette certification qui doit être rediscutée en permanence pendant toute la durée de vie du projet, avoir la perspective de faire des collèges de garantie humaine, c'est-à-dire des représentants des usagers de ces dispositifs, des professionnels de santé et des représentants de l'industrie qui sont à l'origine, que régulièrement il y ait des réunions, des évaluations, pour qu'on puisse assister le produit pendant toute sa vie, et qu'on s'assure que ça ne dérive pas. La nécessité de garder l'humain dans la boucle, on voit beaucoup, il y a beaucoup de travaux en ce moment à la mode, effectivement on voit des machines se parler entre elles, l'utilisation de données synthétiques produites par les machines. C'est important de garder cet humain, surtout pour les données de santé, professeur Morquin? C'est capital. Je pense qu'on a mis 50 ans pour arriver à structurer la recherche sur le médicament, pour arriver à faire comment on fait des essais cliniques, comment on évalue le médicament, comment on évalue que ça marche, comment on évalue les risques, et ainsi de suite. Là, on n'a pas 50 ans pour arriver à mettre en place des dispositifs pour évaluer l'IA en santé.
et son rôle éthique et la pertinence. Et donc on a évalué ce qu'on fait, c'est le cœur du métier, au moins dans les hôpitaux universitaires. Donc il faut garder juste le principe de dire il faut l'appliquer à l'IA complètement. Il faut évaluer en permanence ce qu'on fait pour savoir si c'est bien, si c'est pertinent, si c'est éthique, si c'est juste, si c'est économiquement possible, parce qu'on n'a pas parlé du modèle économique de l'IA qui pose énormément de questions en santé. Et donc, pour moi, le maître mot, c'est l'humain dans la loupe et l'évaluation. Et l'évaluation, et ce que disait Guillaume, c'est que potentiellement, si un système est apprenant, l'évaluation, elle doit être continue. Un tout petit mot sur l'économie, justement. Pourquoi c'est important de réfléchir à l'équation économique dans les hôpitaux des données de l'IA? Je pense qu'un utilisateur qui utilise ChatGPT chez lui, il trouve ça finalement très peu cher. Oui. En fait, il paye $20 et il peut dialoguer avec une IA pendant un mois. En fait, pour professionnaliser ces outils, le coût il est bien plus élevé, déjà parce qu'on n'est pas propriétaire. Donc on n'a pas acheté la voiture, on n'a pas mis l'essence dedans, on n'a pas le moteur. Donc construire tout ça, ça a un coût énorme, surtout sur des gros modèles de langage ou des grosses techniques. Il faut des capacités de calcul. Donc il y a la question du coût carbone aussi, de ce calcul, le coût environnemental. Et donc il y a la place de l'IA en santé et toute la partie modèle économique associé. Le bénéfice pour le patient, les conséquences pour la société, combien ça coûte, est-ce que ça peut être remboursé par l'assurance maladie? Il y a des situations où c'est déjà évident, d'autres où il va falloir beaucoup d'évaluation pour montrer qu'il faut le faire. C'est passionnant. Puis on va bien sûr laisser la parole au public, mais c'est une réflexion très intéressante qui ressemble à celle du professeur Stuart Russell de Berkeley, qui dit qu'on doit effectivement structurer la recherche en IA comme on l'a fait dans les médicaments ou dans l'énergie nucléaire, par exemple. Merci à vous, merci madame, merci messieurs. Mais j'imagine que vous avez beaucoup de questions, c'était passionnant, ou des demandes de précision. Oui, nous avons une question de ce côté-ci. Madame, le micro arrive de suite. On vous écoute. Merci, bonjour à tous. Est-ce que l'IA à la fac de médecine serait quelque chose de bien ou pas? Est-ce que ça pourrait aider les étudiants? Alors, je peux raconter une petite histoire, parce qu'il se trouve qu'on a un médecin assez génial qui s'appelle Kevin Yohe, qui est non seulement il est généticien, mais lui aussi docteur en machine learning. Et en fait, il a mis en place un programme de recherche actuellement pour l'enseignement de la médecine à nos étudiants en utilisant l'équivalent de ChatGPT. Et en fait, le principe, c'est quoi? C'est que l'étudiant va pouvoir s'entraîner à discuter avec un faux patient, le faux patient étant joué par l'IA, qui joue le rôle d'un patient malade. Et ce qui est encore plus intéressant, et c'est vraiment là où c'est assez magique, c'est qu'il y a une deuxième IA qui va venir critiquer la conversation et qui va lui dire: est-ce que tu te rends compte que là tu t'es pas présenté? Est-ce que tu te rends compte que là elle a dit 2 fois qu'elle avait mal, tu lui as pas demandé, etc., etc., etc. Et donc en fait, il y a une façon d'entraîner, de créer de la réflexivité. C'est quelque chose qui est étudié sur la faculté de médecine de Montpellier. C'est-à-dire comment les étudiants adhèrent à ce type de technologie. Et ce qui suit actuellement, on a l'impression qu'ils sont plutôt contents, mais on veut l'évaluer. On veut l'évaluer scientifiquement. Donc oui, bien sûr, ça peut prendre un rôle pour l'apprentissage très important. Ça remplacera pas le fait d'avoir des vrais examens avec des vrais patients ou avec des patients simulés qui sont très utiles pour l'enseignement. Mais un étudiant, s'il arrive à pouvoir avoir 20 patients simulés dans un enseignement classique, c'est déjà énorme, alors qu'il peut s'entraîner sur 200 patients simulés virtuellement pour pouvoir avoir en fonction du type de pathologie et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de réflexions sur la pédagogie apportée par ce type d'IA, notamment l'IA générative, et les conséquences en termes de les possibilités de simulation et les possibilités d'avoir de la réflexivité. Qu'est-ce qui se passe, avoir un recul et donc du coup me mettre moi en situation.
Merci. Oui, professeur Très Assier. brièvement, je rajoute juste un mot. Il y a aussi la formation continue des soignants en exercice. Ceux qui sont trop vieux, là, qui ont fini d'apprendre, on fait quoi? Et donc, nous, on propose de la formation continue. Notamment, on est à la 6e année d'un diplôme universitaire qui vise à former à l'interdisciplinarité, donc qui associe des aspects maths-info, de soins et de business et de régulation pour des professionnels en exercice qui permet de prendre connaissance de l'écosystème. Merci beaucoup. Oui, on vous écoute, monsieur. Bonjour et merci pour tout ça. J'ai une question concernant la parallélisation. Actuellement, justement, on met en concurrence, est-ce que l'IA peut remplacer l'humain? Il y a beaucoup de questions au niveau juridique, etc., qui ralentissent ça. Est-ce que, en attendant d'être sûr de donner à l'IA les moyens de le faire, est-ce qu'on parallélise, ce qui veut dire qu'on demande à l'IA de le faire en même temps que nous, sans pour autant justement le prendre en compte, mais justement pour non seulement voir un petit peu à terme, quand on aura besoin des données, on aura une volumétrie de données, voir un petit peu comment ça évolue, ce qui veut dire que, par exemple, si jamais on commence dans 5 ans, on n'aura pas eu l'évolution jusqu'à présent, non seulement, par exemple, du taux de réussite, le comparer aussi à l'humain, parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est que si jamais on a le même taux d'erreur, on va déterminer que l'IA n'est pas probante, alors que l'humain, on va, je pense, permettre un plus grand taux d'erreur, parce que ça reste humain et c'est pas IA. Merci. Il y a encore une... Rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Du coup, peut-être que ça pourrait aussi nous permettre de comprendre mieux comment anonymiser les données. Et aussi, du coup, au niveau de la souveraineté, ça nous permettra d'avoir justement, de ne pas prendre le retard qu'on prend actuellement sur les autres et nous permettre voilà, de garder un peu notre souveraineté. Merci. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a trop de régulation, par exemple, peut-être? C'est peut-être complémentaire comme question. Allez-y, professeur Guillaume. Guillaume. De régulation aujourd'hui, je suis du camp de non, il n'y a pas trop de régulation aujourd'hui. Effectivement, nous, pour les chercheurs en IA, par rapport à nos collègues, notamment américains, on a plus de mal à accéder aux données parce que c'est très régulé. Il faut passer par des commissions, faire des demandes, et on n'a pas le droit de mettre les données sur des ordinateurs. Sur mon ordinateur, j'ai pas le droit d'en avoir. Mais je pense que c'est très important de garder ce niveau de régulation sur les données de santé parce que même si, sur un petit historique de données, on devine qui c'est très simple. Enfin, si on fait une petite enquête, on peut tout à fait savoir qui c'est. Même si ça a été anonymisé ou pseudonymisé, sur plein de données, on saura retrouver exactement de qui il s'agit. Donc je suis tout à fait pour une régulation très forte comme elle est en Europe. Mais moi, si j'ai bien compris la question de la parallélisation, c'est-à-dire de avancer sur ces technologies, d'évaluer ces technologies, avec, en même temps, en parallèle, penser comment elles vont nous protéger, comment on va pouvoir protéger le citoyen, comment on va pouvoir garder. Je pense qu'effectivement, il y a un enjeu de cette parallélisation. C'est-à-dire que même si on ne sait pas, c'est pas je fonce et après je régule, ou je régule et puis après je fonce, parce que sinon, effectivement, il y a un risque qu'on ne soit plus dans la course. Mais il y a un enjeu de j'essaye de mettre en place rapidement les dispositifs qui permettent d'expérimenter en parallèle, comme vous le disiez, je pense. Merci beaucoup. Une toute dernière question très rapide avec une réponse très rapide également, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, on vous écoute. On vous écoute, monsieur. Ok. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci beaucoup. J'ai 2 questions très rapides. La première concerne justement les contraintes réglementaires. Est-ce que du coup, ça ne va pas obliger à faire une IA qui est locale? Parce que l'accès à des données sensibles est très très difficile. C'est-à-dire que si je fabrique une IA en France, est-ce qu'elle va fonctionner en Chine? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ça concerne la formation de la patientèle. Comment aujourd'hui l'IA permet d'informer la patientèle de manière un peu plus soutenue? Merci. Alors, 2 questions passionnantes, mais en 10 peut-être secondes. Pour la première question, quand on développe une IA, il va y avoir toujours 2 étapes. C'est développer l'algorithme et ensuite entraîner l'algorithme à partir des données. Donc je peux développer un algorithme en France qui va être entraîné à partir de données françaises. Là, ça ne marchera pas très bien en Chine, a priori, mais rien ne m'empêche de transférer la connaissance de l'algorithme à des collègues chinois qui, eux, le réentraîneront. Je sais. Et du coup, par ailleurs, en Europe, il y a en ce moment beaucoup d'initiatives pour mettre en commun nos données. Et un mot peut-être sur la formation des patients, parce qu'on arrive vraiment au terme de la conférence.
Eh ben, je pense que ça va au-delà des patients, c'est former la population, même des personnes pas malades. Et c'est le cadre global de l'automédecine, c'est-à-dire de croire qu'on peut se soigner sans médecin. Ça a une limite. Ça a une limite parce qu'il y a certes de l'empowerment, entre guillemets, qui est en train de se développer. Chacun se sent beaucoup plus capable, expert. Mais la limite, ça, c'est un mot de docteur, hein, c'est quand ça concerne sa propre personne, on n'est plus logique. Voilà, faut pas l'oublier. Très bien. Merci beaucoup. On vous applaudit, on vous remercie. C'était passionnant. Et on se retrouve dans quelques minutes pour parler donc de transition agroécologique et donc comment mieux manger grâce aux technologies numériques. À tout de suite. Merci à vous.